Alors, Fernand Préfontaine, c'est d'abord quelqu'un qui a suivi une très solide formation en architecture. C'est un architecte, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, va s'intéresser aux arts, mais c'est quelqu'un qui vient d'une famille à l'aise. Alors, son père, Raymond Préfontaine, c'est un homme relativement riche qui, surtout, a été maire de Montréal, qui a aussi été ministre. Et donc, le jeune Fernand naît dans un milieu qui lui donne des ressources qui ne l'obligeront jamais à travailler. Ce qui va être laissé comme principale contribution à la vie culturelle par Fernand Préfontaine, c'est la fondation avec deux amis très proches d'une revue qui s'appelle le Nigog. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu un. Il y a une sculpture d'Hébert qui est sur la façade du Parlement du Québec et qui montre le pêcheur à la Nigog. Et donc, un Nigog, c'est une sorte de harpon qui a une forme particulière. Et donc, l'objectif de la revue, c'est d'agir dans la vie culturelle montréalaise. Donc, leur objectif, c'est de sensibiliser les gens à tout ce qu'on peut faire au plan culturel. Et donc, ils s'intéressent à tous les arts. C'est la première revue interdisciplinaire qui soit fondée au Québec. Et elle va vraiment être interdisciplinaire tout du long. Les textes de création sont ceux de Préfontaine. Et donc, ça aussi, ça mérite d'être dit. Véritablement, le Nigog, c'est une sorte de milieu qui désire rendre la culture plus vivante et surtout secouer un peu ce qui apparaît aux jeunes gens que sont les rédacteurs du Nigog, relever d'une esthétique ancienne, c'est-à-dire tout ce qui concerne le régionalisme. Alors donc ça, c'est vraiment la contribution majeure de Fernand Préfontaine. Sa seconde contribution, elle touche cette fois un public très différent. Fernand Préfontaine va accepter de signer une chronique sur les arts dans le journal La Patrie. C'est une chronique hebdomadaire. Ça se fait en 1926. Ça va durer de février à mai, donc c'est pas très long, mais ça fait quand même un certain nombre de chroniques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces chroniques, vraiment, là, il y a une manifestation de la part de Préfontaine de la compréhension qu'il a des règles nouvelles qui ont émergé en art. Alors, on est en 26. La photographie, c'est un art tout jeune. Alors, bien sûr, il y a déjà eu un peu d'expérimentation grâce aux surréalistes. On connaît Man Ray, c'est à peu près contemporain. Mais c'est quelque chose qui commence seulement à être diffusé plus largement. Et donc, dans cette chronique, Préfontaine plaide pour la pleine reconnaissance de la dimension artistique de la photographie. Il ne faut pas confondre, dit-il, le jeune enfant qui prend des photos, celui qui prend des photos à titre simplement documentaire et celui qui fait de la photo d'art et qui donc va chercher à réfléchir sur la lumière, à créer des effets de ligne, d'ombre, de lumière. Lorsqu'on fait de la photographie d'art, on porte une attention de nature différente au thème qu'on souhaite traiter. Et donc, c'est une chronique qui est assez représentative de la série. Donc, à chaque fois, il s'agit de présenter un art, de présenter une nouvelle façon de regarder cet art-là. Et d'une certaine manière, cette chronique, elle me paraît bien caractériser la série d'objets dont le musée a hérité. Alors, cette série d'objets, ce sont des albums plus ou moins en bon état, à l'intérieur desquels on a des séries de photos qui semblent avoir été collées, si j'ai bien compris. Elles sont pas placées dans des petits coins, elles ont été collées. Et ce sont des photos extrêmement personnelles. Alors, des photos d'amis, des jeunes gens qui jouent au tennis, des photos en maillot de bain, des photos lors de voyages, des photos lors de voyages, des photos lors de voyages. Parce que on comprend très vite que la photo, c'est quand même un exercice qui est plus intéressant quand on se trouve ailleurs. Il y a pour Préfontaine, il y a manifestement un intérêt plus vif à prendre des photos lorsqu'il est à l'étranger. Et là, il ne s'en prive pas, il en prend beaucoup.
Quand on examine les photos de 1916, 1919, 1921, 1923, on découvre des itinéraires. Et bien sûr, là, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui a pu conduire Préfontaine et sa jeune épouse, parce qu'il va se marier en 1913, je crois. Qu'est-ce qui l'incite à se déplacer vers tel ou tel village, vers tel ou tel pays? Alors ça constitue, je pense, un des ressorts les plus intéressants de cette collection. Ça nous invite à nous interroger sur ce qui, à l'époque, apparaissait comme exotique, exemplaire, représentatif de la vie intime. Et donc, on a tout ça à l'intérieur de ces séries de photos. C'est au moment où il commence à s'intéresser davantage à l'architecture que la technique de Préfontaine va se transformer. D'une part, évidemment, il souhaite prendre des édifices au complet. Parfois, ces édifices-là sont dans des petits villages et donc il y a un défi technique. Alors, il faut qu'il trouve des solutions. C'est pas réussi à tous les coups, mais dès les années 1918-1919, on a quelques photos qui sont particulièrement réussies avec des espèces de lignes verticales qui lui ont permis de saisir depuis le bas jusqu'en haut, par exemple un clocher, en le resserrant à l'intérieur d'une ligne de fuite qui est composée des deux rues d'un village. Donc, il y a des choses qui commencent à être intéressantes, mais c'est un peu plus tard, vers 1920, que tout à coup, il va découvrir qu'il peut travailler davantage avec le point de vue. Et donc, très souvent, il va se placer à l'intérieur d'un objet pour saisir ce qui l'intéresse. Alors, c'est pas une technique qui va conserver très longtemps, mais on voit que c'est une technique qui l'a amené à penser différemment la photographie. À pas penser la photographie en termes d'objet, mais à penser la photographie en termes de relation entre un sujet et un objet. Sans que Préfontaine soit nécessairement un très grand photographe, on voit qu'il a cherché à réaliser ce qu'il a écrit par la suite, en 26, à propos de la photographie comme réalité artistique.